Bonjour à tous. Quand je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cécile Leborgne. Je travaille sur la pigmentation du rosé. J'ai plus un profil de chimiste et je me suis spécialisée en œnologie à partir du master. Et en parallèle de mes études, j'ai travaillé comme conseillère de vente en tant que caviste à Paris pendant 3 ans. Donc là, je vais vous faire une petite présentation sur mon sujet de thèse, qui est déterminant du comportement des pigments au cours de la fermentation alcoolique dans les vins rosés. Et Oui, et je travaille sous la direction de Véronique Chénier et Jean Mouret. Alors, pour situer un peu le contexte sur déjà pourquoi la couleur. Donc, la couleur, c'est le facteur principal du positionnement marketing des vins rosés. Donc, contrairement aux autres vins, on a une bouteille très transparente et la couleur va impacter directement l'acte d'achat. Et donc, c'est vraiment un facteur important et on ne va pas attendre la même couleur d'un Côte de Provence par exemple que d'un rosé d'Anjou. Je vous ai mis l'exemple au tableau, enfin sur la présentation, parce que c'est assez frappant quand même, c'est pas du tout la même teinte. Donc ce projet, cette problématique a découlé sur un projet donc CASDAR qui s'appelle Pig Rosé, dans lequel en fait s'insère ma thèse. Et le projet en lui-même, on travaille sur la pigmentation du rosé lors de la vinification. Et moi, je vais travailler plus spécifiquement sur l'étape de fermentation alcoolique. Donc pourquoi cette étape? C'est parce qu'on a observé une perte de la couleur entre 30 et 80%. On a du mal justement à expliquer et à prédire. Donc comment est-ce qu'on fait du rosé pour commencer? Donc comme tous les vins, on part de raisin. On va faire donc un éraflage foulage où on va enlever les rafles et on va dire pré-presser le raisin. Donc, une première étape de macération qui va être très importante, qui va être l'étape pendant laquelle on va extraire les molécules de la pellicule de raisin jusqu'au jus, principalement les molécules responsables de la couleur, mais plein d'autres. Ensuite, on va avoir une étape donc, de pressurage, débourbage, qui juste avant la fermentation alcoolique, donc la deuxième étape qui va m'intéresser, parce que c'est dans cette étape que je vais analyser vraiment les pertes de couleur, et suivi donc, par des étapes de clarification et d'embouteillage. Ça peut se modifier en fonction des appellations et des cahiers des charges. Mais globalement, c'est le chemin technique qui est favorisé. Donc, comme je l'ai dit, il y a 2 étapes vraiment importantes. Donc, la fermentation alcoolique, parce que c'est sur celle-là que je vais travailler, et la macération, qui est vraiment l'étape dans laquelle on va extraire les molécules composées d'intérêt, donc les molécules de la couleur. Donc, quelles sont ces molécules? Donc, ces molécules sont les polyphénols, qui sont donc des métabolites secondaires de la vigne. Donc, dans les polyphénols, on va avoir 2 types, les flavonoïdes et les non-flavonoïdes. Donc, je vous ai fait un tableau non exhaustif, mais juste les molécules qui m'intéressaient. Donc, principalement, ça va être donc, les anthocyanes, qui vont être responsables de la couleur, mais pas que. Il va y avoir aussi des flavonols. Et il peut y avoir aussi donc, des non-flavonoïdes comme les acides phénols et les flavonols, qui vont pouvoir aussi faire des interactions en fait, avec les anthocyanes directement et modifier la pigmentation. Donc, principalement, je vous ai parlé des anthocyanes. C'est les composés qui vont être responsables majoritairement de la couleur. Donc, ce sont des molécules très intéressantes et qui vont être impactées par plusieurs paramètres, comme par exemple donc, le pH. Donc, elles sont en équilibre par rapport au pH. Donc, à pH acide, la forme majoritaire va être le cation flavium, qui est coloré en rouge, que je vous ai mis en rouge. Mais avec au pH du vin, donc, qui va être un peu plus basique, qui reste dans les pH acides, entre 3 et 4. On va avoir d'autres formes qui vont se former, donc, soit par des protonations, avec la formation d'une cétone sur le carbone 7, donc, qui va donner une couleur bleue, que vous voyez là-bas à droite, ici, et aussi par hydroxylation qui va former donc, sur le carbone 2 un pont hydroxy, et qui va donner donc, une molécule qui va être incolore. On pourra aussi continuer vers une tautomérie, on va obtenir une chalcone qui va être jaune, et ça va être plus vers des pH plus basiques. Au pH du vin, on va avoir principalement cette forme-là, et avec des cations flavium. On va avoir d'autres paramètres qui vont influer donc, sur la couleur des anthocyanes, donc le pH, mais aussi les sulfites, donc, qui vont en fait se combiner aux anthocyanes et former une molécule qui va être aussi incolore. Et donc masquer cette couleur rouge du cation flavium qui est native, sans le SO2. Donc, du coup, pour faire un récapitulatif sur les paramètres qui vont influencer ma couleur, donc, sur le mou, on va avoir donc, forcément, comme je vous ai montré, le pH et les sulfites qui vont impacter les anthocyanes.
mais aussi le niveau de macération, qui est l'étape pendant laquelle on va extraire les molécules. Donc forcément, une macération de 2 heures va extraire moins qu'une macération de 8 heures. Et tout va être en fonction d'autres paramètres comme l'oxygène, mais aussi les paramètres de viticulture dans la vigne, le cépage, la maturité, mais aussi le millésime, la météo. Donc voilà. Et au niveau des paramètres qui vont influencer la cinétique fermentaire, donc on va avoir les sulfites, toujours le pH et la température qui vont influencer donc, les levures, les nutritions donc azotées, les lipides et les sucres, et forcément la souche de levure qui va impacter donc, cette cinétique. Donc nous avons choisi sur cette première expérience, donc travailler sur 3 cépages, Cinsault, Grenache, Syrah, qui sont des cépages assez typiques des Côtes de Provence, avec 2 niveaux de macération. Donc je considère qu'en fait je travaille sur 6 matières premières différentes, même si les 2 niveaux de macération c'est pour chaque cépage, donc je vais avoir 2 fois Cinsault, 2 fois Grenache et 2 fois Syrah. Et après je vais faire varier nos 3 paramètres, donc sulfite, pH. Je vous ai montré pourquoi c'était important, et aussi donc, la température. Et ces 3 paramètres, je vais les faire varier à 3 niveaux différents. Donc 20, 50 et 80 mg par litre pour les sulfites, 12, 16 et 20 pour la température, et 3,1, 3,5 et 3,9 pour le pH. Donc si je réalise toutes ces fermentations en triplicat, ça me donne 486 fermentations, ce qui n'est pas envisageable. Donc on a décidé de faire un plan d'expérience afin justement de diminuer ce nombre de fermentations. Donc on a choisi un plan de Box-Benken. Donc je vous ai mis une représentation, on va dire, plus facile à comprendre. Donc on va considérer que mes arêtes sont mes 3 facteurs, donc pH, sulfite et température, avec des points, donc vous avez 3 points différents qui correspondent en fait à mes 3 niveaux. Donc, par exemple pour les sulfites c'était 20, 50 et 80 mg par litre. Et donc on va avoir le point central, qui correspond à mes niveaux centraux sur mes 3 facteurs, c'est-à-dire le pH égal à 3,5, les sulfites à 50 et la température à 16 degrés. Donc ça c'est en bleu, le point central. Et ensuite on va avoir donc, ici β0, les effets simples, l'effet quadratique et les interactions entre ces points qui vont être pris en compte, et l'erreur qui va en fait être calculée sur le point central et être considérée comme répétable sur tous les autres points de mon système. Donc ce plan va me permettre d'obtenir un plan de surface de réponse qui va se donner sous cette forme. Donc schématisé, je n'ai pas encore de résultats, mais c'est à peu près comme ça que ça se modélise. Et donc ça va me permettre justement de voir l'impact de mes différents facteurs sur le paramètre que je vais mesurer. Donc moi, ce sera la couleur. Donc ce plan d'expérience nous a permis en fait de passer de 80 000 fermentations par mou à 16 fermentations, donc ce qui est quand même beaucoup plus envisageable. Et on a eu un problème avec un des mous, donc le mou de Syrah, qu'on n'a pas pu rentrer dans le Box-Benken à cause d'un niveau de sulfitage trop élevé. On était déjà à 80 mg par litre, donc impossible d'enlever les sulfites. Donc du coup on a adapté, on a fait un autre plan avec seulement 2 facteurs, en supprimant le facteur sulfitage, avec donc, vous voyez, le pH et la température. Et sur le même principe que le Box-Benken, où on va répéter l'erreur sur le point central sur les autres points. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a fait donc, sur le Box-Benken, sur les températures extrêmes, donc 12 et 20 degrés, on va tester le sulfitage moyen avec les pH extrêmes, et inversement le pH moyen avec le sulfitage extrême 20 et 80. Et à la température 16 degrés, donc moyenne, on va tester donc, le pH à 3,5, donc médian, avec le sulfitage médian, qui va être notre point central. Et donc on va faire en triplicat, nous on l'a fait en quadruplicat, donc qui va nous servir justement de calculer l'erreur, qui va être reproductible. Et ensuite on a pris donc, les pH extrêmes, donc 3,9 et 3,1, et on a fait les 2 valeurs de sulfitage à chaque fois. Donc voilà pour les premiers résultats que j'ai eus sur les cinétiques fermentaires. Donc on voit bien un impact de la température, avec donc, la courbe ici qui correspond à la courbe de 12 degrés Celsius. Donc déjà, on va dire que c'est un peu moins rapide, mais c'est surtout que ça a pris 7 semaines, entre 7 et 8 semaines en fonction des modalités. Alors qu'à 16 et 20 degrés, on a été entre 2 et 3 semaines de fermentation, donc c'est quand même déjà plus facile.
Et donc on voit bien donc celle-là à 12 degrés, la rose foncée qui est à 16, correspond à 16 degrés Celsius, et celle-là à 20 degrés Celsius qui a été un peu plus rapide. Donc sur ces fermentations, j'ai réalisé 3 prélèvements, donc un à T0 avant l'ensemencement, un deuxième à la fin de la fermentation, donc, que je considère le moment où j'ai plus vraiment de variation de la masse de mon fermenteur, donc, qui se traduit en fait par un arrêt de la consommation du sucre dans la solution. Et en fonction des modalités, vous voyez que j'ai pas fait le prélèvement T1 au même moment, en fonction des températures, mais aussi il y avait des disparités entre les pH, les différents pH, les différents sulfitages. Et donc pour essayer de lisser ces différences de cinétique et de temps de fermentation, on a fait un prélèvement 1 mois après l'arrêt des fermentations et qu'on va comparer donc les unes avec les autres. Donc qu'est-ce qu'on va faire comme analyse? Donc il y a plusieurs types d'analyses. On va d'abord faire une analyse optique avec un spectrophotomètre. Donc on va mesurer l'absorbance, qui va nous permettre de calculer donc à 280 l'absorbance pour calculer l'UGT, et l'absorbance à 420, 520 et 620 qui vont nous permettre de calculer l'intensité colorante, la teinte et d'autres paramètres qui sont importants. Et surtout le LAB. Donc je vous ai fait pour vous schématiser un peu qu'est-ce que la méthode SILAB, enfin le système SILAB, qui est en fait un système chromatique qui permet de donner des coordonnées à des couleurs. Donc en fait c'est un système normalisé qui a été produit donc, en 1976 par la Commission internationale de l'éclairage et qui va nous donner donc, sur 3 axes. D'abord le L donc, qui correspond à la clarté et la luminosité, allant du blanc jusqu'au noir. Le A qui va du rouge au vert, donc en positif rouge et en négatif vert. Et la composante B qui va expliquer donc, le jaune en positif et le bleu en négatif. Et ce système se base sur la vision humaine en fait, et sur le fait qu'on ne peut pas percevoir en même temps la couleur rouge et la couleur verte. Parce que la solution va absorber dans le vert et donc on va voir du rouge. On ne va pas pouvoir voir les deux en même temps sur la même molécule. Et en parallèle donc, de ces analyses, on va réaliser des analyses donc, plus chimiques à la plateforme polyphénol en UPLC-MS, donc sur la composition et la caractérisation de l'échantillon en polyphénol et plus principalement en anthocyanes et dérivés. Et le but principal va être de faire un lien en fait, avec ces deux jeux de données, donc les données de LAB et les données spectrales avec l'UPLC-MS et les valeurs que je vais retirer. Donc pour conclure, j'attends encore les résultats définitifs sur la couleur et de mettre au point la caractérisation des pigments par UPLC-MS avec la plateforme pour pouvoir justement traiter toutes les données que je vais avoir. Et je ne sais pas si vous avez rendu compte, mais ça fait 1 mois et demi que je suis partie donc, en vendange parce que je travaille donc, sur Moule Naturel. Donc j'ai dû aller faire les vendanges en Provence, au centre du Rosé, où j'ai donc récupéré toutes mes matières premières pour l'année prochaine. Je ne sais pas encore totalement ce que je vais faire parce que je vais attendre justement les résultats que je vais obtenir sur la première série d'expériences de Volkswagen. Et j'ai juste pris en considération qu'on va ajouter un paramètre par rapport à l'année dernière. Je vais ajouter le paramètre donc, maturité, en plus de la macération et du cépage. Donc ça va passer de 6 à 12 matières premières. Et voilà, je vous remercie de votre attention.